Eh bien, bonjour Olivier, merci d'être dans ce premier épisode, tout premier épisode de Le Monde de Donald. Alors, Le Monde de Donald, c'est un podcast qui se lance donc pour sa première édition aujourd'hui, qui va durer 4 ans, parce que 4 ans de Trump, ça va être des émotions, ça va être de la passion, ça va être des larmes, ça va être des cris du côté de nos amis gauchistes, ça va être de l'effondrement, comme on a pu le voir sur le visage de certains jeunes teenagers de gauche. Mais ça va être aussi beaucoup de plaisir. Alors, il y aura forcément toutes les semaines beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à partager. Et pour cette première édition du Monde de Donald, eh bien, à tout seigneur, tout honneur, je voulais absolument t'inviter parce que tu as été le premier dans toutes les personnes que je connaisse qui a pronostiqué cette extraordinaire victoire de Donald Trump. Alors, juste avant qu'on en parle un petit peu, on va parler de trois thèmes dans ce podcast, dans ce premier podcast. On va parler, de tout ce qui s'est passé cette semaine, de cette semaine incroyable que l'on a vécue. En deux, on va parler de Trump will fix it. Alors maintenant, l'avenir pour Trump, son programme. Et puis en trois, on parlera de son équipe. Mais avant tout ça, pour vraiment te présenter, toi, tu es attaché de presse et producteur de conférences, notamment pour les producteurs France-Québec. Pour les productions France-Québec, Ouais, Alice. Production France-Québec, pardon. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que vous faites, votre activité? Bah, si tu veux, nous, on organise des conférences régulièrement sur Québec ou Montréal au Canada, de façon en moyenne entre une fois, à 3 fois, entre un mois et 3 mois. Je fais des échanges entre des Français et des Canadiens. Donc, on fait des plateaux sur toutes les thématiques. On a fait l'identité numérique, la monnaie numérique, on a fait la géopolitique, on a fait et sur la santé, en faisant venir le professeur Raoult. J'ai fait venir Idriss Aberkan, j'ai fait venir André Berkoff 2 fois. On fait différentes thématiques et on a fait d'ailleurs il y a 2 jours la couverture de l'élection américaine. On a couvert l'événement pendant 13 heures, d'ailleurs, dans lequel tu t'es gentiment prêté à l'exercice. Donc voilà, j'avais une vingtaine de participants. Donc l'objectif c'est de faire des conférences sur des thématiques que les grands médias n'abordent pas. Donc évidemment, on se fait traiter d'extrême droite, de fasciste, de raciste. Enfin, on connaît Rien de toutes nouveau les. sous le soleil. Exactement. Et concernant Donald Trump, pour l'élection de Donald Trump, effectivement, j'avais dit il y a plus de 2 mois et demi à André Berkoff, il avait même écrit dans son agenda, je lui avais dit que Trump gagnerait l'élection entre 290 et 315 grands électeurs. Ouais. Il a fini à 312. Donc oui, effectivement, je suis plutôt assez content. Ma prédiction s'est avérée bonne. Mais en même temps, il n'y a pas de grand mérite parce que dans les faits, si tu t'intéresses à la politique américaine, puis moi, ayant vécu aux États-Unis, si tu enlevais le paramètre, parce que beaucoup de gens ont été intoxiqués par le paramètre de la fraude. Tout le monde a pensé que l'élection de 2024 serait celle de 2020. Or, c'était pas du tout le cas. Il ne pouvait pas y avoir la fraude qu'on a connue en 2024, puisqu'en 2020, on était en pandémie mondiale, et donc Hmm. ils ont utilisé les mailing ballots, qui a fait qu'avec ça, ils ont fraudé comme des fous. Et d'ailleurs, on s'en rend compte, puisqu'on s'aperçoit dans les résultats qu'il y a 15 millions de voix de moins côté démocrate. Donc, il faudra peut-être se poser la question de pourquoi les républicains et les démocrates ont eu le même nombre de votes sur les 4 ou 5 dernières élections. Et en 2020, il y a un pic énorme de 15 millions. Mais on en parlera si tu veux plus tard. Mais hormis ça, si tu regardais un petit peu ce qui se passait aux États-Unis, il suffisait de prendre la carte, regarder où il y a les grands électeurs. Tu sais à peu près avant le coup combien de grands électeurs il y a par État. Tu sais quels États Trump allait gagner. Et donc, le compte était assez facile. En enlevant la fraude, tu savais que au plus bas, ce serait 290. Au plus haut, tu allais à 315, 320, puisqu'on savait qu'il ne gagnerait pas la Californie, il ne gagnerait pas l'Oregon, l'Ouest, on sait qu'il ne gagne pas. Moi, la vraie erreur, la seule erreur que j'ai commise dans mon calcul, c'était la Pennsylvanie. Sincèrement, je ne pensais pas qu'il la gagnerait. Personne. Personne. Bon, La alors là, Pennsylvanie, non. je fais une parenthèse. Ma carte doit être probablement à l'envers pour ceux qui regardent. Malheureusement, ces aléas d'une première émission et d'une découverte d'un nouvel outil Zoom. Je ne sais pas si vous la voyez dans le bon sens ou en miroir. Moi, je la vois bien. Moi. Ah bon, bah alors tout est bon, tout va bien. Bah alors voilà. Mais effectivement, c'est un raz-de-marée. Je crois que les derniers décomptes arrêtés officiellement parlent de 301 ou 312. 312. 312. Ouais, ou 312 en officieux, parce que je pense que les gars ne veulent même plus donner le chiffre exact tellement c'est un raz-de-marée. Et la Pennsylvanie, la Californie qui a failli tomber, enfin, c'est incroyable. C'est ça, hein, c'est ça qui est fort. C'est que la Californie a failli tomber. Ouais. C'est incroyable. Alors, justement, on rentre dans le vif du sujet, justement,
de cette émission, de ce premier thème de ce podcast. C'est quoi le secret de Trump, en fait, pour avoir un score comme ça? C'est l'homme du peuple, très clairement, même si on voit que bah, la Californie, c'est pas le peuple, ceci étant, et pourtant, c'est pas loin de tomber. On a quand même des grandes zones urbaines qui ont suivi Donald Trump. Je pense à l'Illinois et le Michigan. C'est quoi le secret? Bah, c'est que déjà la première chose, il faut savoir, contrairement à ce que tous les mainstream ont raconté, en faisant croire que Trump était un danger à la démocratie, un danger pour le pays, Mm, je pense que tout le monde a oublié que Donald Trump a été le président des États-Unis de 2016 à 2020. Donc, on absolument. n'allait pas dans l'inconnu. On savait pertinemment ce qu'il est capable et ce qu'il a fait. Sachant qu'en plus, de 2016 à 2020, ils lui ont cassé la tête pendant tout le mandat avec les Russia-Gate, tous les hoax qu'ils ont fait, les impeachments, etc. Mais la réalité, pour moi, c'était Qu'on n'a pas entendu sur cette élection, hein, pour le coup. exactement. Et moi, à cette époque-là, je vivais aux États-Unis, donc j'ai vécu sous l'administration Trump. Et tout le monde s'accorde à dire, et d'ailleurs des sondages qui sont sortis en 2020 où les Américains disaient que à 56% qui vivaient mieux après 4 ans de Trump que 8 ans d'Obama. Ça, c'est pour le volet économique. Après, la raison pour laquelle les gens l'aiment, c'est parce qu'il est proche du peuple, ce qui d'ailleurs est un énorme paradoxe parce que c'est un milliardaire, c'est un capitaliste hors norme, mais il a une proximité avec son peuple. On peut parler d'ailleurs de la campagne. Il a complètement boycotté les médias mainstream. Il est allé chez tous les youtubeurs, tous les gens sur Internet, etc., allant d'Elon Musk à Joe Rogan, en passant par, comment il s'appelle, Tucker Carlson, mais il est allé aussi chez des youtubeurs beaucoup moins connus et donc il s'est adressé à la population directement parce que lui et ses équipes ont compris depuis longtemps que les mainstream n'ont plus aucun effet, n'ont plus aucune espèce d'importance et que les gens maintenant s'informent dans le média alternatif. Et Mm. donc ça, c'est un énorme bouleversement au niveau des campagnes politiques. Ça viendra peut-être en France, pour l'instant on n'en est pas encore là, mais en tout cas aux États-Unis, il a mis un énorme coup de pied dans la Ah fourmilière ouais, en très clairement. s'adressant au peuple et en restant proche du peuple. C'est C'est paradoxal parce que tu sais, Alexis, c'est ce que je voulais te dire, c'est que Trump, c'est une campagne de paradoxe. C'est un milliardaire, c'est une personne qu'on ne pourrait pas imaginer avoir cet impact sur sa population la moins fortunée. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a su séduire les communautés donc afro-américaines, qui a su séduire les latinos, etc. Pourtant, c'est un milliardaire, donc comme tu disais, c'est pas quelqu'un qui a une proximité avec le peuple. Et en plus, c'est quelqu'un qui a des idées extrêmement claires, extrêmement carrées. On en parlera après dans la partie programme, mais qui sont pas normalement celles qui séduisent je dirais, la grande population américaine, quoi, tout simplement. Et pourtant, il a su convaincre largement. bah, il a su convaincre parce que déjà, il faut venir à la base. Comment un Américain vote? Mm. C'est ça dont il faut parler. Un Américain, il vote pas sur les histoires de patriotes, sur des histoires de guerre en Ukraine. Un Américain, c'est pas comme ça qu'il vote. Un Américain, il vote sur le prix auquel il paye son essence, enfin le gaz, qu'on appelle le gaz, Mhm. le prix duquel il paye son poulet et son épicerie à l'épicerie, et éventuellement un peu la sécurité et l'immigration, mais principalement le volet économique. La réalité est quoi? C'est que depuis 4 ans, aux États-Unis, l'inflation est galopante, tout coûte 3, 4, 5 fois plus cher. Donc les Oui, gens, c'est ce qu'ils regardent. J'ai déjà dit à des gens, moi j'ai des amis aux États-Unis qui sont des démocrates, vraiment convaincus, qui ont voté Donald Trump. Il te dit, je l'ai fait avec une pince à linge sur le nez. Il dit, ils nous ont ruinés. Il dit à un moment donné, tu sais, c'est bien d'avoir des convictions politiques, mais quand on compte en banque ou que la fin du mois devient difficile, bah, tu te dis, je vais pas donner le pouvoir encore 4 ans de plus à quelqu'un qui va nous emmener à la faillite totale. mm. Prenez Kamala Harris. Kamala Harris, c'est San Francisco. Pour ceux qui connaissent et qui ont été à San Francisco, c'est l'enfer San Francisco. C'était une Oui, ville extraordinaire. C'est une poubelle à ciel ouvert. Donc, exactement. c'est ça qui a fait qu'il y a eu un raz-de-marée. En plus de Moi, je la parlais avec communication. des Américains ici et ils me disaient, quand je leur posais effectivement cette question, qu'est-ce qui différencie pour vous Donald Trump de Kamala Harris? Les gens me disaient, ben, c'est simple, Donald Trump, c'est America First. Et Kamala Harris, pas du tout. C'est international, c'est le reste du monde, mais c'est pas nous. Ils n'ont pas réussi à se transposer dans le vote démocrate ou le vote Kamala Harris dans cette
conviction personnelle qui finalement crée un ou une présidente d'une nation. Et Donald Trump, lui, a su rentrer là-dedans. Alors, c'est quand même absolument passionnant. Enfin, Il a touché le cœur des gens. Il a touché le cœur des gens. Et puis, il y a un point aussi important, c'est que il y a beaucoup de militaires américains qui sont sur le oui. terrain un peu partout, et que ça aussi, ça touche les gens de ramener les troupes parce que Trump, c'est deal or no deal. Mhm. C'est pas un homme qui veut faire la guerre. Il est pas là-dedans. Lui, c'est le business avant tout, et c'est protéger son peuple, protéger les Américains en premier. Et quand Mhm. tu parlais tout à l'heure du vote noir américain, latino, Ouais, etc., sache-le, aux États-Unis, les immigrants légaux sont beaucoup plus durs quasiment que les Américains, que les immigrants absolument. illégaux. Mais ça, on n'en Absolument. parle pas. Parce qu'en France, quand en France, on parle de l'immigration, on est tout de suite taxé de racisme. Mais Absolument. ça n'a rien à voir avec le racisme. Moi-même, ayant immigré au Canada, je suis désolé, j'ai mis 10 ans pour obtenir une citoyenneté dans un Mhm. pays. C'est un parcours du combattant. C'est sûr que ça me fait pas rigoler de voir des immigrants illégaux rentrer dans le pays à qui on donne tous les droits, etc. Donc, c'est des Alors, choses qui touchent les gens, en fait, aux États-Unis. on est d'accord et tu vois, l'image a changé derrière moi. C'est-à-dire qu'on fait la transition. C'est une très bonne transition que tu m'as amenée. On arrive sur le problème, sur le programme, pardon, qui est peut-être aussi d'ailleurs lapsus révélateur. Le problème de Donald Trump, c'est qu'il a tous les pouvoirs maintenant. Il a la House, il a le Sénat, il a La pris Cour la suprême présidence avec une majorité écrasante. et Il la a Cour tout. suprême, Alexis. Et La la Cour Cour suprême. suprême, il a maintenant tout pour eh bien, appliquer son programme. Et son programme, c'est noté derrière moi en haut. Trump will fix it. C'est ce qu'il a annoncé partout. Trump will fix it, ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas anglais et qui nous suivent, donc Trump va, comment je pourrais dire ça, réparer ça, va remettre en ordre tout ça. Voilà la traduction qu'on pourrait faire en français. Rétablir cette Amérique. Tu en as parlé. L'un des points qui a été le plus majeur dans le choix de vote des gens, c'est notamment la question économique. Le fait que les classes moyennes soient matraquées ici aux États-Unis, que les classes moyennes sont en train de se paupériser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme programme? Il y a l'immigration, tu en parlais. Il y a vers où il va Trump et au national et à l'international. Bah, au niveau national, déjà, il veut redonner du pouvoir d'achat à la classe moyenne. Mhm. Une des mesures phares de la campagne, c'est no tax on tips. C'est-à-dire Mhm. qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Américains qui travaillent dans les services et qui travaillent au pourboire. Il veut retirer les taxes là-dessus, Mhm. sur la sécurité Dans les sociale aussi. restaurants, par exemple, dans les bars, enfin, n'importe Partout, quel service, partout. voilà. Il y a du service partout. Il veut enlever les taxes sur les pourboires, ce qui est une mesure extrêmement importante pour redonner du pouvoir d'achat. Important pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas forcément les États-Unis pour y avoir été, ne serait-ce en touriste. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent par exemple dans les métiers de service ont souvent des salaires extrêmement bas Très et bas. la grande partie de leur salaire est issue donc des tips, des pourboires que les gens leur donnent. C'est pour ça. Exactement. Dans le service, c'est ça. Le salaire, c'est un salaire très minimum et on donne du pourboire qui s'évalue entre 15 et 20% à chaque fois. Et donc, il veut retirer les taxes là-dessus. Donc, en fait, il veut faire ça. Il veut faire du protectionnisme, c'est-à-dire taxer, augmenter les droits de douane sur les produits importés pour arrêter la désindustrialisation des Mhm. États-Unis. Mais lutter aussi contre tous les produits chinois, etc., etc. Donc, il va revenir à ce qu'il a fait entre 2016 et 2020. Il suffit de regarder ce qu'il a fait en 2016 et 2020. Économiquement, pour les Américains, c'est ce qu'il veut faire et c'est ce que les Américains attendent. Il s'est énormément engagé. Donc, il ne peut pas décevoir. Il est obligé de tenir ses promesses parce que sinon, ce serait une désillusion énorme. Ouais, les Mais Américains. il y a un énorme avantage, comme tu l'as dit, c'est qu'il a la Chambre, il a le Sénat, il a la Cour suprême, il a tous les pouvoirs pendant 2 ans jusqu'aux prochaines élections qui seront les midterms. Donc, il a le temps de faire énormément de choses, de passer des ordres exécutifs le jour où il va être intronisé, c'est-à-dire le 20 janvier prochain. Ce qu'on peut essayer d'expliquer aux gens comment ça se passe, c'est que le 13 décembre, donc le Sénat va valider qu'on appelle ça les grands électeurs. Et ensuite, la passation de pouvoir, enfin la nomination sera faite le 20 janvier 2025 et Avec il le fameux entrera serment qui se passe devant la Maison Blanche. devant la Maison Blanche, etc. Et D'ailleurs, dès le premier, je te lance un défi. Est-ce qu'on y va ensemble? c'est pas impossible que j'y aille. Ouais. Je Ok. pense que c'est marrant que tu me dis ça, mais je pense que je vais y aller. Ouais. Je suis Alors, pas c'est loin, je pas pense que impossible qu'on y aille, qu'on ouais, je prépare pense que peut-être un c'est tellement monde de Donald historique. ensemble. Ouais, c'est tellement historique que je pense que oui, je risque d'y aller. Mais voilà, au niveau de la politique nationale, c'est vraiment ça, c'est le volet économique. Et au niveau international,
dans ce qu'on écoute et de ce qu'il dit. Ah oui, il y a une autre chose à l'international il en a parlé hier, c'est qu'il va combattre tout ce qu'on appelle le deep state. Hmm. Il a demandé par exemple aux généraux, enfin principaux militaires qui ont trahi de déposer leur démission sur leur bureau. Il veut nettoyer les agences comme la CIA, la NSA, etc. Ah, ça va taper fort. Hein. Il veut Alors, nommer. justement, est-ce qu'il en est alors, c'est très ambitieux. Très clairement, c'est très ambitieux. Je dirais même peut-être, c'est très dangereux pour lui. Bah, ça a coûté à Euh, Kennedy sa vie. Hein. Exactement. Kennedy a perdu sa vie justement en s'attaquant au fameux Deep State dans le conflit du Vietnam et avec l'influence de la CIA sur Cuba, etc. Trump, déjà 2 tentatives d'assassinat, euh, 3. 3, d'accord. C'est quand même de vouloir dire ouvertement on va réduire le nombre de personnel dans les administrations, on va réduire le nombre d'administrations en elles-mêmes qui fonctionnent. On va revoir la question justement sur les lobbying militaires, les lobbying des agences dites gouvernementales, donc CIA, ouais, NSA, il y en a quand même une tripotée. C'est quand même s'affronter peut-être au plus gros ennemi. Le plus gros ennemi n'est pas forcément de l'extérieur, c'est peut-être le plus gros ennemi est souvent à l'intérieur. À l'intérieur, exactement. Mais bon, c'est ce qu'il a annoncé. Il veut mettre. Il est quand même bien entouré parce qu'on peut parler aussi de l'entourage. Hein. Alors, on va y Euh, arriver, c'est le dernier point. d'accord, on en parlera donc à la fin. Mais donc avec l'équipe qu'il a autour de lui, il va aussi s'occuper. Il va déléguer le poste pour s'occuper aussi des laboratoires pharmaceutiques. Moi, Hmm. pour moi, le plus dangereux, c'est même pas le type 7. Le plus dangereux pour lui, c'est les laboratoires pharmaceutiques. La pharma. Hmm. La puissance de la pharma. On n'a aucune idée. D'ailleurs, Raoult en parle très bien. Ça, on parle de milliards de dollars. Ça représente même, ça, pour certains pays, plus que le PIB de certains pays Hmm. aujourd'hui. Le vrai danger, c'est de s'attaquer à la pharma. Donc Alors, maintenant, est-ce que Trump c'est quelque part aussi sécurisé? C'est une question que je te pose totalement peut-être ouverte, naïve, en s'assurant quelque chose qui n'était pas du tout envisagé qu'il puisse séduire, c'est-à-dire en s'assurant d'avoir le soutien de la tech américaine. Cette fameuse tech qui normalement était 100% démocrate, peut-être à l'instar d'Elon Musk qui l'a suivi parce qu'ils ont été, on va en parler dans les personnes qui l'accompagnent, parce qu'ils ont été brillants en termes de com, etc., parce qu'ils ont su être séduisants fiscalement aussi vis-à-vis des techs. Est-ce que le fait d'avoir la tech derrière lui, ça lui assure pas une visibilité qui peut le protéger, qui peut lui servir de bouclier pare-balles? bah, écoute, il faut regarder le fait que Elon Musk s'est rallié à lui. Donc, quand tu parles de la tech, on va parler du plus grand, qui est Elon Musk. Elon Musk n'est pas parti avec Donald Trump pour rien. Donc, il y a forcément des garanties des deux côtés. Et puis, il y a des convictions, il y a des convictions. Donc, oui. Après, est-ce que c'est son assurance vie? Ça, je peux pas te le dire. Une chose est sûre, c'est que s'il va au bout de ce qu'il a dit, effectivement, les changements à venir dans les 4 ans à venir vont être absolument abyssaux. Maintenant, c'est comme tu connais l'adage qui dit les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc, Absolument. donc On on y verra. vient. Moi, On ce y dont je vient suis. derrière. On y vient derrière à cette fameuse équipe de choc. Attends, tu voulais pas qu'on parle de l'international parce que tu me demandais Ouais. aussi au niveau international parce qu'on a parlé du national dans le programme de Donald Trump juste pour finir là-dessus. Il y a plusieurs choses importantes. Il va probablement sortir de l'OTAN, c'est ce qu'il avait dit. Il sortirait de l'OTAN. Il va faire terminer la guerre en Ukraine et probablement revenir sur les accords d'Abraham ou une forme d'accord d'Abraham. Je sais que ce que tu penses, mais moi je te donne mon point de vue. Moi, Je pense oui, que je pense que l'Ukraine, les intérêts de Poutine et de Trump ne seront pas les mêmes. Donc, je pense que ça va être un peu plus long que 48 heures. Mais Ah, moi, j'ai pas dit 48 heures. oui, Moi, je oui, t'ai dit qu'il va non, mais arrêter, le conflit va s'arrêter. Moi, j'ai pas parlé de voilà. 48 heures. J'ai pas Lui, dit il a quel dit, délai. je pense que tu as raison, ça peut s'arrêter pour une raison simple, c'est que s'il arrête le financement, tu noteras également que Biden a remis une petite couche de 6 millions, 6 milliards de dollars cette semaine de soutien à l'Ukraine, mais s'ils arrêtent effectivement le financement, ça arrêtera inéluctablement. Mais je Bien pense sûr. que dans la diplomatie, ce sera un peu plus compliqué. La question de la Chine, c'est une question avec les Chinois finalement qui peut peut-être s'arranger le plus simplement possible, parce que ces deux pays-là, ces deux grandes nations-là, sont des commerçants. Et entre commerçants, moi, je soutiens qu'on arrive toujours à trouver un bon accord.
Deal or no deal. Trump, c'est Exactement. deal or no deal. Moi, sur l'Ukraine, je suis un peu différent de toi. Bon, on le sait parce qu'on en a déjà discuté. Moi, je pense qu'il y a un accord secret entre Donald Trump et Poutine depuis longtemps, au moins un an et demi. Et c'est pour ça que Trump n'a pas arrêté de dire en campagne, j'arrête la guerre en 24 heures. Pour dire ça, c'est qu'il a des garanties. Et hier, enfin, je sais pas, c'est hier ou avant-hier, il a sorti une information importante comme quoi déjà ils auraient contacté Zelensky en exigeant de Zelensky qu'il aille à la table des négociations avec Poutine. Donc moi, je pense que ça va s'arrêter beaucoup plus vite que ce qu'on le pense, mais je dis pas 48 ans, mais je pense que ça va aller très vite. Et pour le Moyen-Orient, même chose. Ma vision Oui. des choses, c'est que ils vont revenir, ça s'appelle les accords d'Abraham ou la même chose, mais dans un processus comme ça, parce que Trump, de toute façon, veut du business, veut faire du business et ne veut pas de guerre. Donc Mm. voilà, pour les principaux projets à l'international, je pense que l'Europe va souffrir pas qu'un peu, parce que Oui. là, de s'être alignés comme des idiots, parce qu'ont fait les Européens sur le soutien à l'Ukraine inconditionnel, va nous coûter extrêmement cher d'abord de la part des Russes, mais va nous coûter extrêmement cher du côté des Américains. Ce Mm. qu'il vaut mieux, il vaut mieux se rappeler que être les amis des Américains, c'est pas toujours winner. Donc voilà un peu Je suis voilà les d'accord avec toi. Je perspectives. pense que nous, Européens et Français, serons les dindons de la farce. Mais bon, Mm. après tout, comme on a un président qui nous a amené droit dans le mur, eh bien, cette fois, on va le prendre de pleine face. Alors, l'image derrière moi, ça y est, c'est la Dream Team qui a constitué Donald Trump. Ouais. Cette Dream Team, ça ramène déjà à notre premier point, celui qu'on a abordé des résultats. Elle était incroyable si on la met en comparaison avec celle qui était présentée par Kamala Harris. Donc personne ne sait qui était autour d'elle. Enfin voilà, c'était très abscon du côté de Kamala Harris. Du côté de Trump, c'était des gens qu'on voyait, qu'on connaissait, qui nous donnaient envie. Enfin, il y a quelque chose de brillant dans la constitution de cette équipe. Bah, écoute, moi, pour moi, dans l'équipe autour de lui, bon, évidemment, beaucoup de gens parlent de Elon Musk parce que tout le monde a etc. Mais pour moi, la meilleure recrue de Donald Trump, à la surprise que ça va vous surprendre, mais pour moi, c'est Tulsi Gabbard. Pour moi, c'est le game changer de Trump, Qui était en c'est Tulsi. opposition, qui était Ben, une elle opposante était à Trump. démocrate. Ah Elle oui, était démocrate. Elle était démocrate. Elle a débattu en 2020. Il faut se rappeler qu'elle a débattu contre Kamala Harris. Imagine-toi le changement d'être allé rejoindre Donald Trump, les clés qu'elle lui a données, d'ailleurs pour le débat qu'il a fait contre elle. oui. Elle est très intelligente. Elle est extrême. Bon, en plus, elle est belle à regarder. C'est déjà pas mal. C'est une bonne chose. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est une clé très importante. Ensuite, RFK. Bah, tout le monde, évidemment, on sait ce que RFK fait, il veut faire, etc. Donc, Moi, évidemment, j'adore ce ça a mec. été un. J'adore ce mec, hein, je le dis. Ouais, moi Bon, aussi. j'adore la famille Kennedy, même si je suis pas démocrate, mais bon, il est direct comme garçon dans son propos. Il va, enfin, et si on prend ses déclarations à RFK de ces derniers jours, s'il fait ce qu'il est en train de dire, enfin, il va déglinguer le système. Ah bah oui, hein, ils veulent sortir des gens de la FDA, etc. Moi, je l'ai rencontré trois fois, Kennedy. J'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un type extraordinaire, très gentil. Puis il est pas allé là pour. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus, Donald Trump ne pourra pas être réélu. Donc aujourd'hui, sa mission, il peut l'appliquer. Contrairement à tous ces politiciens qu'on a en Europe qui ne pensent qu'à leur réélection, etc. Donald Trump, à l'âge qu'il a, de toute façon, c'est terminé. Donc lui, il peut faire ce qu'il veut. Il est tranquille. RFK, je pense pas qu'il ait une ambition de faire 20 ans de politique non plus. Non. Donc c'est là où c'est fort. Elon Musk, c'est le support de la tech et de la communication. Elon Musk La n'a pas seule, d'avenir en politique nationale américaine puisqu'il n'est pas de nationalité américaine. mm, Il n'est pas né aux États-Unis. Rappelons que pour les gens qui nous regardent, vous pouvez avoir un mandat aux États-Unis exact. sur un État ou une ville ou n'importe quoi si vous n'êtes pas né aux États-Unis mais que vous avez la nationalité américaine. Mais ceci étant, vous ne pouvez pas prétendre à être président des États-Unis si vous n'êtes pas né aux États-Unis. Donc Elon Musk, c'est pas possible pour lui. Il reste Vance. Il reste J.D. Vance. Alors moi, J.D. Vance, c'est un peu mon inconnu personnel. C'est que j'aurais pensé qu'il aurait nommé RFK comme vice-président, beaucoup plus que J.D. Vance. Mais en même temps, quand tu réfléchis stratégie politique, on comprend pourquoi il l'a pris. Parce qu'effectivement, il représente tout le nord-est des Ouais. États-Unis, les États clés, etc. Et puis, il a un côté plus ferme, plus dur sur certaines positions. Donc, ça s'explique. Mais si tu me demandes mon choix personnel, moi, j'aurais pas mis J.D. Vance comme vice-président. Mais mais il a une équipe du tonnerre. On n'a pas mis là-dedans, t'as pas mis Vitek aussi. Il y a Oui. Vitek qui est derrière lui.
qui est très important. Donc il a quand même une équipe assez solide. On entend déjà des noms qui circulent pour la prochaine administration. Tu te dis, waouh, s'il y a un tel qui rentre, ça va dépoter. Donc, écoute, grande confiance pour la suite, bonne nouvelle pour les Américains. Pour le monde, pour nous, c'est bien aussi. Moi, qui suis au Canada, je me demande si je ne retournerai pas vivre aux États-Unis, si effectivement l'Amérique redevient celle qu'on a connue. Mais oui, c'est une très très bonne chose. Maintenant, on peut le commenter. Maintenant, la réalité, ça va être dans l'année qui vient, les 2 années qui viennent, on 2 années verra qui les viennent. résultats et ce qu'ils font, parce que on peut promettre beaucoup de choses et puis ne rien faire ou en faire une partie ou en faire encore plus. Il y a une chose dont je voulais te parler, c'est quand même ça va être intéressant, c'est que c'est l'élection de 2020. Mhm. Parce que là, ayant tous les pouvoirs, c'est sûr et certain qu'ils vont rouvrir des enquêtes à ce sujet-là. Et l'histoire des votes, des 15 millions de votes que Joe Biden a eu, alors que c'est du jamais vu, je pense que là, ils vont s'en donner à cœur joie pour démontrer qu'effectivement, il y a eu une fraude massive. Ça finira par sortir. Ah. Moi, je crois qu'ils sont passés à autre chose. Enfin, après, ça nous permettra de nous revoir pour dire qui avait raison. Je pense qu'ils vont passer à autre chose et qu'ils vont partir, bon Seigneur, ils ont gagné, c'est extraordinaire. Derrière moi, le clip vidéo qu'on vous mettra, qui s'appelle, ce clip, il s'appelle MAGA Assemble, qui a été sorti par les équipes juste la veille ou l'avant-veille du vote. Et là encore, une fois, on a parlé dans cette élection. D'une façon de faire la politique différemment. Trump, c'est un gars qui est allé sur le terrain, qui a été serré des mains, qui a fait aussi des grandes comme le McDonald's, comme les éboueurs. Mais c'est génial. C'est génial. Ils font des vidéoclips comme ce qui tourne derrière moi, on n'a jamais vu ça en politique en Europe. Enfin, c'est complètement fou. La musique, c'est Final Countdown Europe, un groupe allemand, accessoirement au passage. C'est du manga, c'est dynamique, c'est incroyable. Ils ont fait une campagne qui est complètement en dehors des sentiers battus. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument révolutionnaire. Et pendant 4 ans, bah, on va avoir pas mal de choses à raconter. Olivier, je te remercie 1000 fois d'avoir été notre Juste, parrain. juste si tu me permets de Bien rajouter un mot sûr. à commenter ce que tu dis. Alors, pour l'histoire de l'élection, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi pour une raison simple. C'est parce qu'ils sont obligés de le faire pour une raison, c'est que les gens ne le savent pas en France, mais aux États ou en Europe, aux États-Unis, le système de vote est complètement vérolé. C'est anormal, par exemple, au Nevada, il faut 7 jours pour dépouiller les votes. Il est anormal qu'en Californie, tu n'as pas besoin de montrer, tu dois être enregistré, mais tu ne montres pas de pièce d'identité quand tu votes. Il y a beaucoup de problèmes. Et en revenant sur l'élection de 2020, ils veulent probablement mettre un système que tu as connu toi en Floride, où maintenant le système électoral en Floride est très efficace et il est compliqué de frauder et les résultats sortent très vite. Donc je pense qu'ils vont quand même affronter le problème pour essayer de faire quelque chose au niveau fédéral pour que les élections américaines, qui est la plus grande démocratie du monde, ça se passe normalement. Il est anormal qu'on soit rendu un truc archaïque à ce point-là. Maintenant, peut-être qu'effectivement, ils vont baser le volet fraude, mais je pense qu'ils vont quand même s'attaquer au système. J'ai vu Elon Musk en parler en disant que c'est pas possible qu'on soit dans un pays avec des résultats qui sortent une semaine après. Enfin, on marche sur la tête. Donc, je pense qu'ils vont quand même réformer ce projet-là. Et puis, on verra pour la suite. Hein. Écoute, affaire à suivre. De Dans toute janvier, façon, voilà, maintenant, podcast est lancé. On se retrouve une fois par semaine pour parler des actualités politiques et économiques américaines. Et cette Amérique, le monde de Donald Trump, on va en parler toutes les semaines. Olivier, je te remercie. T'es notre parrain puisque tu es venu pour cette c'est gentil, quel première. honneur. La porte, du coup, t'es toujours ouverte de cette maison. Tu reviens quand tu veux. Et puis, bah, on se revoit de toute façon. Dans le pire des cas, on se revoit le 20 janvier. J'ai bien noté le défi. Le 20 janvier à Washington pour l'intronisation. Le 20 janvier à Washington. Allez, bonne journée à tous et puis on se retrouve dans une semaine pour le numéro 2. À très bientôt. À bientôt.